Sans défense, c'est évidemment la question que tout le monde se pose dans la région utoise durant ce week-end de vacances de Pâques. Il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, les gens ont échangé pas mal d'infos parce que les personnes qui ont torturé et qui ont tué Valentin sont vantées. Et puis surtout, le lendemain de la découverte du corps de Valentin, il y a un jeune homme qui se rend spontanément au commissariat de police de Huy. Il s'appelle Dorian Daniels, il a 20 ans et il a des choses à raconter. Dorian lui dit, moi j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé, j'étais présent et je sais que Valentin a été tué et jeté vivant dans la Meuse. Donc il donne les noms des différentes personnes qui se trouvaient avec lui quand les faits se sont produits. Et là on a directement 5 personnes qui sont interpellées. Il y a un mineur et il y a une jeune femme. Parmi les personnes interpellées, il y a Alexandre Hart, 19 ans. Alexandre est un ami de Valentin. Laurent Vermèche le connaît bien. Jamais je n'aurais pensé ça de Alexandre. D'ailleurs, Alexandre venait chez moi, c'est un garçon bien poli, bien gentil, manquait de respect à personne, mais jamais j'aurais pensé des choses comme ça de lui. La maman d'Alexandre a aussi accepté de nous rencontrer. Elle est aussi complètement dévastée. Je savais que Valentin avait disparu, mais personne n'en avait parlé de ce qui est arrivé. Et dimanche, je me suis levée, j'ai vu plein de policiers autour de la maison, donc je me suis dit il y a quelque chose. Et le policier est rentré, il a dit voilà, on va venir perquisitionner. Est-ce qu'Alexandre est là? Non, il était à Stade. Ils ont perquisitionné toute la maison, on m'a posé des questions et c'est comme ça que j'ai appris. Jeanne Hart n'en croit pas ses oreilles quand petit à petit elle découvre l'horreur des faits. J'étais comme tout le monde, j'ai eu la rage. Je les ai tous détestés. Tous ceux qui sont. D'en être arrivé à un point pareil. Encore maintenant, vous avez les larmes aux yeux. Vous lui en voulez terriblement? Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je lui en veux On a essayé de le faire changer ses connaissances. Et à un moment donné, il est resté à la maison. Il a dit, je ne suis pas comme vous, moi. Des faits avoués, reconnus, partiellement en tout cas, par tous les inculpés. Alexandre, mais aussi par son ex-petite amie, Belinda Donnet, 21 ans, par Loïc Masson, 21 ans également, et par Dorian Daniels, qui s'est donc livré à la police, peut-être rongé par le remords. Au moment où on découvre le corps de Valentin Vermersch, le 14, il y a vraiment, pour Dorian, une décision à prendre. Et il va mettre moins de 24 heures à se dire c'est pas possible autrement, il faut que je me rende, il faut que j'aille m'expliquer, il faut que je prenne mes responsabilités. Mais que s'est-il réellement passé le 26 mars? On sait que Valentin a rencontré ceux qui vont devenir ses bourreaux en début de soirée. Tout le monde se rend chez Belinda. Belinda, elle habite à Stade, pas loin de la gare. C'est dans ce cote du premier étage de cet immeuble fraîchement repeint de la rue Oscar-Lelage à Stade que tous se rassemblent. Manifestement, on commence à jouer un jeu de rôle. Et vite, le jeu se retourne contre Valentin. Donc Valentin est la seule personne qui continue à faire des gages. Des gages qui vont très vite dégénérer. Valentin est obligé de boire de l'alcool, de fumer des pétards. Valentin est frappé à de très nombreuses reprises. Ils ont mis des baffes pour le frapper. Et voilà. Et il le frappait au niveau du visage? Oui. Et Valentin, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qui se passait? Il disait ouais, arrêtez, j'ai peur, bazar. Et j'ai pas arrêté, j'ai continué à frapper, à massacrer. Lisa Marie est une des personnes qui était présente dans le cote de Belinda. Inculpée mais laissée en liberté, elle raconte à nos confrères du Nouveau Détective qu'elle aurait essayé de s'interposer, mais qu'elle aurait été menacée. On m'a menacé aussi, moi. On m'a dit si vous n'apportez pas la police, eh ben, on vous tue, quoi. Enfin, on me tue, quoi. De nombreuses scènes ont été filmées avec une tablette et des smartphones, notamment par le mineur. Tous ces documents ont bien sûr été saisis au moment des arrestations. On y voit que Valentin est obligé de fumer un joint pur, sans tabac. On le voit aussi obligé de boire beaucoup. Fume!
images qui montrent aussi que le groupe oblige Valentin à se caresser le sexe devant tout le monde. Le calvaire de Valentin ne fait que commencer. Ce qu'il vient de subir n'est rien à côté de ce qui l'attend tout au long de la soirée. Un des protagonistes sort un couteau et menace de le tuer. Avec un rasoir de barbier, on lui entaille les bras et les jambes. On lui pousse des capsules de bière dans la bouche avant de le frapper. On lui brûle le visage et le sexe avec un briquet tempête. On le roule de coups de poing et de coups de pied alors qu'il est menotté. On lui pousse des mégots de cigarettes dans les narines. Valentin a vécu un enfer. Ici, on atteint quand même un seuil rarement égalé, difficilement atteint. Donc, c'est vraiment très interpellant. C'est vraiment très interpellant parce qu'on est face à de la violence, on est face à de la cruauté, on est face à des coups, à des viols, à de la barbarie. L'avocat des parents de Valentin qui poursuit. Ce garçon a vécu un calvaire. Un calvaire qui n'a pas été un fait unique, mais une succession de faits en escalade avec une mort que manifestement il a vu arriver. Valentin aura donc subi les tortures de ceux qu'il considérait comme ses amis pendant près de 8 heures. Non seulement dans le côte de Belinda, mais aussi en extérieur, non loin de la gare de Stad et en bord de Meuse sur les quais, où il a essayé plusieurs fois de s'enfuir. Parce qu'il est face à ses bourreaux et il sent ce à quoi il est confronté. Et il sent qu'il y a une escalade et donc que la mort est effectivement au bout du parcours. Au fil des heures qui passent, certains inculpés auraient commencé à se rendre compte qu'ils ont été trop loin, que Valentin pourrait les dénoncer. La décision est prise de le jeter à l'eau. Il y a en tout cas une chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est ce que ce malheureux garçon a vécu. C'est ce que ce malheureux garçon a vécu et le sentiment qui a dû être le sien au moment où, voyant qu'il allait être jeté dans la Meuse, alors qu'il avait évidemment peur de l'eau puisqu'il ne savait pas nager, qu'on lui avait attaché les mains avec des menottes. Est-ce que l'on se rend compte de la souffrance que ce malheureux garçon a dû subir? Valentin aurait été balancé plusieurs fois au-dessus du fleuve avant d'être finalement poussé dans l'eau, menotté dans le dos. Les inculpés se sont alors éloignés. Dorian Daniels dit avoir entendu Valentin appeler à l'aide, mais personne n'a fait demi-tour. Le lendemain matin, Alexandre Hart a envoyé un SMS à Dorian. Val est en vie. Il est dans lui. T'es soulagé? Non, j'ai honte de ce que je lui ai fait. Je préfère mourir que de vivre avec ça. À la lecture du dossier, il apparaît que tous les inculpés n'ont pas tous assisté à l'entièreté de toutes les scènes de torture et de viol ou à la scène le long de l'eau quand ils se débarrassent de Valentin. Certains d'entre eux accepteraient difficilement la gravité des faits. C'est le cas de Belinda. Elle ne pensait pas, elle n'imaginait pas, elle espérait que ça n'ait pas été aussi loin. Ça a été très très difficile de lui faire prendre conscience de ce qu'il y a eu autant d'événements marquants qui ont été apposés au jeune Valentin. Et Maître Van Lanen a beaucoup de mal à évoquer avec elle les gestes qu'elle reconnaît avoir posés. À chaque fois qu'on entre un peu plus dans le détail de ces faits, automatiquement, elles s'effondrent ensemble. Belinda Denet, 21 ans, dont la mère et le beau-père sont policiers, voulait être coiffeuse. Elle est incarcérée en détention préventive à la prison de Lantin, comme son ex-petit ami Alexandre Hart, qui y bénéficie d'un suivi psychologique. Ça a notamment été décidé et permis parce qu'à un moment donné, M. Hart a songé à se suicider
et en a fait part à différentes personnes qui ont alerté les services concernés. Un mal-être qui ne serait pas dû à l'incarcération en elle-même. Ce qu'il vit mal, c'est la raison de son incarcération et la raison pour laquelle il s'est retrouvé là, puisqu'il a un sentiment de culpabilité qui est évidemment fort, qui est bien compréhensible, qui est tout à fait normal et qui est, je dirais, presque salutaire en réalité. Alexandre Hart, 19 ans, est suivi par des psychiatres depuis son plus jeune âge. Sa maman raconte que sa scolarité a été très compliquée. Il a fait ses primaires très difficilement à cause de son hyperactivité. Après, il est allé à Dobosco, là, il était fort renfermé, donc on ne l'a pas gardé à cette école-là. Et puis, il est allé à Ouia. Et quand il est allé à Ouia, ça a commencé à dégénérer, à boire, rater les cours tout le temps. Et on lui téléphonait, Alexandre n'est pas là, on descendait, on lui téléphonait, on allait le rechercher. Alexandre boit beaucoup, il fait plusieurs comas éthyliques. Jeanne Hart explique que son fils s'est noyé dans l'alcool après un accident de tronçonneuse avec son frère. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alexandre tronçonnait, lui devait couper le bois en face de lui. La tronçonneuse a touché quelque chose, ça l'a rebondi et ça lui a attrapé la figure. Alexandre s'en est toujours voulu, il ne s'en remet pas. Et toujours d'après sa maman, Alexandre n'a plus été le même depuis cet accident dont il se sent responsable. Alexandre, que certains inculpés désignent déjà comme le meneur. On s'y attend très clairement. Dans ce genre d'affaires, c'est toujours à un moment donné le sauve qui peut, et toujours à un moment donné, l'un ou l'autre accusé essaye de rejeter sa propre part de responsabilité sur un autre. Quoi qu'il en soit, l'enquête devra déterminer qui a fait quoi avec le plus de précision possible pour que chacun soit jugé pour les faits qu'il a commis. Du côté de la défense, les avocats parlent beaucoup de l'effet de groupe. S'ils ne sont pas là tous au moment précis et s'ils ne s'entraînent pas tous à un moment donné ou à un autre, on n'arrive pas à cette issue fatale. Pour Renaud Molderspierre, cet effet de groupe est une évidence à la lecture du dossier. Dès qu'il y en a un qui semble se calmer ou en tout cas être moins nerveux, eh bien c'est malheureusement la relance qui est opérée par un autre et c'est comme ça qu'on arrive à une dynamique de groupe absolument catastrophique qui entraîne l'effet en question. Un effet de groupe qui pourrait augmenter la gravité des sévices infligés. On est pris dans une dynamique et le fait qu'on y rentre très progressivement fait qu'on s'y habitue et qu'à un certain moment on arrive à faire des choses auxquelles on ne s'attendrait pas. Et le pédopsychiatre Lermignot explique aussi que du côté de la victime, il peut vraisemblablement d'abord y avoir une volonté de se faire accepter par le groupe. Et il est possible que, en tant que victime potentielle, j'essaie de montrer que je suis capable de faire un certain nombre de choses, et les autres peuvent avoir un certain plaisir à jouer du pouvoir et à faire que les choses sont de plus en plus poussées dans quelque chose qui devient inacceptable, mais dans lequel je vais rentrer parce que je veux me faire bien voir. Des analyses psychologiques et psychiatriques ont été ordonnées par la juge d'instruction pour essayer de comprendre comment ces jeunes, a priori sans problème, sont passés à l'acte. Dorian, c'est un gamin, tout ce qui est de plus normal. C'est un gamin qui a des copains, qui va sur Facebook, qui travaille. Il est ouvrier, il vit chez ses parents, qui sont toujours ensemble. Il a une sœur avec laquelle il s'entend extrêmement bien. Il est issu vraiment d'une famille, tout ce qu'il y a plus de plus simple et de plus normal. Des familles d'inculpés aujourd'hui pointées du doigt par l'opinion publique, celle d'Alexandre, celle de Belinda également. Bien sûr qu'elle en a conscience, elle sait bien que des membres de sa famille sont dépositaires de l'autorité publique et que nécessairement une pareille affaire va avoir des répercussions sur leur vie professionnelle, bien sûr. Mais le regard des gens a changé. Dans votre quotidien? Je suis restée renfermée un mois dans la maison sans aller faire de courses. De peur du regard des gens. Et la première fois que je me suis décidée à sortir, on parlait comme ça dans mon dos. Ça fait mal.
Et vous comprenez l'attitude des gens? Je me dis, il ferait mieux d'essayer de savoir ce qu'on a fait d'abord pour lui, avant de nous juger en disant qu'on n'a pas le fait. J'ai pensé aux parents de Valentin d'abord. Quand j'ai appris ça, j'ai d'abord pensé à eux, dans l'état qu'ils devaient être. Puis je me suis dit que j'aurais préféré que ce soit Alexandre qui soit mort plutôt que Valentin. Que ça aurait été plus facile à vivre. Parce que c'est difficile à vivre. C'est très dur à vivre. On vient de le voir, ce dossier soulève beaucoup de questions encore, notamment sur la place prise par les réseaux sociaux et la diffusion des séances filmées lors de cette nuit d'horreur. Des films importants pour la compréhension des faits, mais pas uniquement. Il faudra parler, au moment du passage devant le juge du fond, du pourquoi on a filmé, du qu'est-ce qu'on en a fait après, comment est-ce que ça a circulé et les impacts que cela peut avoir sur les uns et les autres. Notamment, poursuit l'avocat de Dorian Daniels, en termes de possibilité de désistement. Parce que quand on est avec ses camarades et qu'on va crescendo, il peut être difficile pour un jeune homme de se dire oui, ben, moi je vais me casser, je vais passer pour la mauviette de service, hein, parlons franchement. C'est une chose, mais si c'est en plus filmé et que tous sont en train de se filmer et qu'on voit que on rit dans ces scènes-là. Pour celui qui se voit filmer, qui est là aux prises de la caméra, du smartphone ou de la tablette, ben, évidemment que ça augmente encore la difficulté de pouvoir se désister. Lors du procès, l'avocat des parents de Valentin voudra lui aussi aborder la problématique des réseaux sociaux, mais pas de la même manière. Et là, nous sommes dans les dérives, évidemment, les plus graves des réseaux sociaux. Alors il est intéressant, je pense aussi à ce niveau-là, de s'intéresser sur la maîtrise de ce genre de choses. Que peut-on faire quand ce genre de situation arrive? Pourquoi? Pour qu'elle ne se réitère pas, pour que d'autres personnes ne souffrent pas de ce genre de situation. D'ici là, les parents de Valentin vont devoir apprendre à vivre avec leur douleur, les inculper avec leur conscience. Pour leur famille, plus rien ne sera jamais comme avant. Ça ne devrait arriver à personne, ça, non. Personne n'a mérité ce qu'il a vécu. Et j'espère qu'eux s'excuseront aussi en temps voulu. Mais je ne crois pas que ça fera quelque chose, je ne sais pas. Mais j'ai fort pensé à eux au début. Je n'ai jamais osé aller les trouver. Vous auriez voulu pourtant? Ouais. Je peux comprendre leur peine. Merci beaucoup, Maman.